Dans la culture populaire, le trésor de Rome correspond au butin que les Wisigoths avaient pillé lors du sac de la cité en l'an 410. Ils auraient emmené ces richesses vers la Septimanie et on en perd la trace vers Carcassonne. Plus tard, les Francs fouilleront la cité en souvenir de cet épisode historique, mais ils n'y trouvèrent rien. Au XXe siècle, le mystère de la Bessonnière a réveillé le souvenir de ce trésor perdu, car on s'est souvenu que l'ancienne capitale des Wisigoths était Redé. Au XVIIIe siècle, Jean Astruc localisait Redé à Rennes-les-Bains, et ce n'est que vers le XIXe siècle que Rennes-le-Château apparaît aussi comme le site potentiel de Redé. Le problème, c'est qu'aucun des deux sites ne présente de traces archéologiques correspondant à Redé et que la capitale wisigothe demeure un véritable mystère. Comme Louis Fédier le mentionne, nul historien n'a donné des indications sur l'origine, l'importance et le rôle historique de la ville de Redé. Sa fondation est tellement mystérieuse qu'elle semble avoir découragé les chroniqueurs et les archéologues. Pour parler du trésor des Wisigoths, il est important de comprendre que Redé apparaît comme une véritable cité fantôme. Louis Fédier a présenté la capitale wisigothe comme étant la cité des chariots, mais son interprétation du nom de Redé repose sur le latin. Or, les Wisigoths n'ont pas fondé Redé. Redé est une cité celte, qui était déjà à cette époque la capitale d'un territoire qui correspond exactement à ce qui deviendra le Razès. Selon Jean Astruc, l'étymologie de Redé proviendrait de Redin, qui signifie fougère. Au début du XXe siècle, l'historien Raymond Lysop supposait la présence d'un ensemble de lieux de culte occupés par les Volsques tectosages. Et il parle d'un sanctuaire à Aéreda, sous la colline de Rennes-le-Château. Aéreda, divinité serpent, pourrait aussi être aux origines de Redé. Lorsque les Romains ont occupé ce territoire, ils en ont préservé les frontières intactes et ont traduit son nom en Pagus Redensis, qui deviendra le Redesium et le Razès par la suite. Ce qui est très paradoxal dans l'histoire de Redé, c'est qu'on se trouve face à une cité celte importante qui a donné son nom à toute la région et qui apparaît comme une capitale. On n'en retrouve pas la moindre trace sous l'occupation romaine, comme si la cité s'était volatilisée, mais dès la chute de l'Empire en 410, les Wisigoths débarquent à Redé et y installent leur capitale tout en préservant son nom. Je trouvais nécessaire de vous parler de cette approche de Redé avant de vous parler du trésor de Rome, car comme vous pouvez le constater, non seulement Redé est une cité fantôme, invisible, mais en plus, elle semble être secrète à l'époque des Romains. Maintenant que nous avons parlé du point d'arrivée du trésor de Rome, parlons de ses origines. Lorsque l'on parle du trésor de Rome, on se réfère souvent au trésor du temple de Jérusalem, car les Romains avaient pillé Jérusalem en l'an 70 et Titus en avait ramené les trésors à Rome. L'arche de Titus a été édifiée en mémoire de ces événements, et sur ce monument, on peut voir la menorah emportée par les Romains. Il est important de rappeler que l'arche d'alliance ne fait pas partie de ce butin, car elle avait disparu lors de la destruction du temple de Salomon. Le temple de Salomon avait été construit au Xe siècle avant notre ère, et il fut détruit en 586 par Nabuchodonosor II. La population fut emmenée en exil à Babylone, mais celle-ci fut conquise par Cyrus II, et en 538, ce dernier libéra les prisonniers de Sion. Ils s'installèrent au lieu de l'actuelle Jérusalem et fondèrent le second temple avec l'autorisation de Cyrus II, qui leur restitua les objets précieux pillés par les Babyloniens. Tous, sauf l'arche d'alliance, qui a disparu avec le temple de Salomon, sans doute parce qu'elle s'y trouve toujours. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous signifier que le trésor du temple de Salomon a voyagé avant de revenir au second temple de Jérusalem,
qui sera pillé par les légions de Titus en l'an 70. Le peuple d'Israël, quant à lui, a disparu du site original du temple de Salomon pour se retrouver à Babylone, et 48 ans plus tard, pour s'installer sur le site de l'actuelle Jérusalem. Tout le problème, c'est qu'aujourd'hui l'archéologie démontre une absence d'occupation de ce territoire à l'époque du Xe siècle avant Jésus-Christ, ce qui signifie que le temple de Salomon a peu de chances de se trouver sous la Jérusalem actuelle. Tout ça pour dire que l'on se trouve encore dans le contexte d'une cité disparue, et que l'Arche d'Alliance y sommeillerait depuis plus de 2500 ans. Pour conclure sur le trésor de Rome, ou plutôt sur les objets du temple de Salomon, nous pouvons constater qu'ils ont été emportés d'une cité disparue pour finir par être entreposés dans une autre cité fantôme. Parlons maintenant de Rome et de son trésor. Le trésor de Rome ne se limite pas au butin du sac de Jérusalem, car il faut y ajouter aussi les pillages rapportés de toutes les régions conquises. En dehors des butins accumulés au cours des conquêtes, les Romains possédaient aussi des artefacts propres à leur civilisation, comme par exemple les livres de la Sibylle. La Sibylle est une femme sans âge. Elle semble immortelle et vit cachée dans un antre profond. Énée avait été la consulter avant d'entreprendre sa descente aux enfers. Mais à l'époque de Tarquin le Superbe, 7e et dernier roi de Rome, la Sibylle lui serait apparue pour lui vendre 9 livres. Mais refusant de les acheter en raison du prix, la Sibylle en brûla 3 et lui proposa les 6 livres restants pour le même prix. La Sibylle en brûlera encore 3 autres avant que Tarquin n'accepte d'acquérir les 3 derniers. Ces livres contiennent des textes sacrés, mais aussi des prophéties concernant la destinée du peuple romain. Il s'agissait de livres interdits qui n'étaient consultés que très exceptionnellement en cas de crise. Ces livres faisaient partie du trésor de Rome, et ceci démontre que les Romains avaient aussi des artefacts qui leur étaient propres, et en l'occurrence, il s'agit de textes sacrés et prophétiques. Ce qui est intéressant avec la Sibylle, c'est qu'elle apparaît aux origines et à la fin de la dynastie romaine. C'est-à-dire qu'elle apparaît au Xe siècle sur le périple d'Énée en tant que conseillère, et qu'elle réapparaît aux côtés de Tarquin le Superbe, mort en -495, également en tant que conseillère. Tarquin le Superbe était le dernier roi de Rome, car après lui commence la République romaine, qui durera jusqu'en -27, qui est la date de naissance de l'Empire romain. Le trésor de Rome est donc aussi un trésor intellectuel, et je préfère être assez direct pour exprimer le fait que le trésor de Rome est aussi le secret de l'Église de Rome. Je m'explique. En 410, le sac de Rome a précipité la chute de l'Empire romain, et l'Église de Rome, en tant que structure religieuse, va s'imposer comme l'héritière et la récupératrice de cet empire dissolu. Ce que je veux dire, c'est que si l'Église de Rome est la continuité de l'Empire romain, alors les secrets et trésors de l'Empire sont aussi devenus ceux de l'Église. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Le terme gothico aurait été consigné pour la première fois par Raphaël en 1518, qui rapporte que les courbures des ogives rappellent celles des arbres qui formaient les cabanes ancestrales. En 1530, Giorgio Vasari reprend le mot gothico en expliquant qu'il s'agit d'un hommage au trésor de Rome pillé par les Goths. Les Goths sont assimilés à des barbares qui ont ruiné la splendeur de l'Antiquité, mais contrairement aux idées reçues, parmi les Goths, les Visigoths sont ceux dont le nom signifie « les Goths savants ». Visiblement, ni Raphaël ni Vasari n'ont inventé le mot gothico pour parler de l'architecture gothique, mais semblent plutôt parler d'un mot en vogue à l'époque, et chacun donne une explication sur le rapport entre ce mot et le style architectural. À l'époque de Raphaël et de Vasari,
Le style gothique semble être déprécié et mal compris. On parle d'œuvres barbares en comparaison au style de l'Antiquité. Pourtant, le style gothique est en vérité un art subversif, et en analyser les fondements permet de percevoir un parallélisme entre son message architectural et un secret de Rome dont les Goths auraient été les héritiers. Tout d'abord, les cathédrales gothiques sont inspirées par le mythe de la Jérusalem céleste. D'une part, l'esthétique vise à recréer une image de la cité céleste, élevée vers le ciel, faite d'or, de couleurs et de lumière. Mais la référence à la Jérusalem céleste n'est pas seulement esthétique, elle est aussi sémantique. Car le jugement dernier, l'Apocalypse et le retour du Sauveur sont souvent les thèmes majeurs des cathédrales gothiques. On se surprend aussi à retrouver des représentations du roi Salomon ou de l'Arche d'Alliance, et c'est assez étrange de constater que l'architecture gothique est basée sur un narratif qui tire davantage ses sources de l'Ancien Testament plutôt que du Nouveau Testament. Pour moi, c'est là que se trouve toute la subversion de l'art gothique. C'est-à-dire que c'est un art qui est plus inspiré par la mythologie de Sion et ses prophéties que par la vie du Christ en soi. Mais encore, les cathédrales gothiques sont aussi des sanctuaires dans lesquels s'exprime le langage des alchimistes et aussi des maçons, ces bâtisseurs initiés au secret des cathédrales qui plus tard donneront naissance à la franc-maçonnerie. L'architecture gothique ne se limite donc pas à un style esthétique, mais ressemble plutôt à un mouvement culturel dans lequel ces projets de construction apparaissent aussi comme des lieux de convergence et de communication autour d'un projet d'art sacré. Ces chantiers apparaissent avant tout comme des écoles hermétiques dans lesquelles on réfléchit à la manière de transmettre un message artistique qui a pour trame de fond la prophétie de Sion. Autrement dit, l'art gothique est une résurgence du mythe de Sion, et il est étrange que Vasari dise que l'on a appelé ce style gothique en hommage au trésor de Rome. Ne serait-ce pas plutôt que Sion et le trésor de Rome seraient une seule et même chose ? Ne serait-ce pas que les premiers doyens de la connaissance transmise dans les cathédrales gothiques avaient été les Visigoths ? Selon Victor Hugo, l'art gothique serait aux origines du mot argotique, mieux connu aujourd'hui comme l'argot. L'argot désigne un langage propre à une communauté spécifique, de la même manière que l'art gothique serait expressément le langage des initiés au mythe de Sion. Toujours selon Victor Hugo, le langage de l'argot se comprend comme le royaume de l'argot, en soulignant que ce langage est donc aussi un lieu. Ce qui ne manque pas de nous rappeler l'abbé Boudet, qui prétendait que dans la région de Rennes-les-Bains se trouve un monument antique de la plus haute importance, mais que le secret de ce lieu réside avant tout dans un vieux langage perdu. Comme nous le savons, l'abbé Saunière aurait découvert le trésor de l'évêché d'Alais, et ceci est indépendant de la question des documents. Aussi, le mystère de Sion est multiple, il est question de la résidence divine, d'une notion de passage ou de communication entre notre monde et un autre, défini comme céleste ou espace des dieux, et il est aussi question de thèmes à part, comme l'Arche d'Alliance, le Temple de Salomon, le tombeau du Christ, le trésor de Rome, et j'en passe. Donc, la fonction des documents de Rennes-le-Château est d'exprimer que Sion se trouve ici, ainsi que les réponses à tous ces mystères. Mais quelle aurait été leur finalité ? Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, l'Arche d'Alliance, la Porte du Ciel, le Trésor de Rome apparaissent comme la trame de fond du mystère. C'est-à-dire que tous ces thèmes font partie du secret de Sion, mais celui autour duquel semble tourner l'affaire de Rennes-le-Château est selon moi la thématique du tombeau du Christ, et même plus encore, d'une descendance et d'une histoire différente de la vie du Christ. Indirectement, ces documents parlent d'eux-mêmes en fonction de qui s'y intéresse. L'abbé Saunière a été placé à Rennes-le-Château par son cardinal, et la personne qui a financé la recherche des documents était la comtesse de Chambord, veuve de l'héritier du trône de France.
Lorsque Saunière a découvert ces documents, ils n'avaient qu'un siècle d'existence, puisqu'ils avaient été cachés à l'aube de la Révolution, juste avant la chute de la monarchie. Le rapport entre le contenu des documents et la décoration de l'église de Rennes-le-Château démontre une relation. Et comme la façade présente le blason du pape et ceux des cardinaux en fonction à l'époque des prêtres du Razès, il transparaît que le secret de Rennes-le-Château concerne les papes et les rois, et ce qui les amène à tout cela est certainement ancré au-delà de la valeur pécuniaire du trésor de Rome. Je veux dire que si l'intention du pape et de la comtesse de Chambord avait été de mettre la main sur le trésor de Rome, ils l'auraient fait et nous n'en aurions rien su. Et surtout, ils n'auraient pas passé leur temps à transformer l'église de Rennes-le-Château en monument hermétique à la mémoire de Sion et du temple de Jérusalem. Définitivement, ce n'est pas le trésor de Rome qui se trouve au cœur du mystère saunière. Toutefois, le parchemin de Rennes-le-Château fait référence au trésor de Rome. Les lettres décalées formant la phrase « À Dagobert II et à Sion est ce trésor, et il est la mort » apparaissent comme un avertissement. En une seule phrase, il est dit que Dagobert II et Sion sont les propriétaires d'un trésor, ce qui soulève le thème du lignage secret, puisque ce message dit que Sion et Dagobert II sont égaux dans ce statut d'héritier. Ensuite, il est dit que ce trésor est la mort. La phrase est ambiguë car on ne sait s'il s'agit d'un trésor qui est la mort parce qu'il tue, ou d'un anonyme qui se trouve mort là. Il pourrait aussi s'agir de deux affirmations simultanées. Le trésor qui revient à Sion et à Dagobert II se trouve là, il tue ceux qui s'en approchent, mais près de ce trésor se trouve le tombeau anonyme de Hill. Pour ma part, je pense que c'est pour la recherche de ce tombeau, ou peut-être simplement d'autres indices menant à sa localisation, que l'abbé Saunière aurait été mandaté. Quant au trésor de Rome, il sommeillerait tranquillement sous la garde de son impitoyable gardien. Puisque Nicolas Poussin se trouve au cœur de l'énigme des documents de Rennes-le-Château, il faut souligner que l'artiste ne présente pas vraiment de référence au trésor de Rome dans ses œuvres, dont la lecture hermétique est plutôt basée sur des définitions mythologiques et territoriales. En revanche, dans l'œuvre du cavalier marin intitulée L'Adone, il est question d'un riche trésor. Comme je l'ai présenté dans mes vidéos, Nicolas Poussin aurait été initié à son légendaire secret par le cavalier marin. Dans mon dernier livre, intitulé La cité souterraine, j'ai étudié des récits hermétiques qui s'étalent entre le songe de Polyphile, publié en 1499, et l'Adone du cavalier marin, publié en 1623. Les auteurs de ces textes relatent une cité souterraine, faite de vestiges de temples et de palais, et je les ai étudiés de manière à remarquer que ces récits se complètent et évoluent dans la définition d'une cité fictive qui semble basée sur une réalité physique. Il est question d'une structure souterraine, et le cavalier marin est sans doute le plus précis dans la description de celle-ci. Il est également le seul auteur à parler d'un trésor prestigieux qui n'est pas nommé, mais sur lequel il est dit qu'il avait été caché près de l'ancienne grande entrée. Dans ce débat, on parle de cité perdue, invisible en surface car ces éléments se confondent parmi les monts sauvages. On parle de trésors, de Nicolas Poussin et de son secret, mais ne serait-on pas tout simplement en train de parler de Rédé sans le savoir ? Après avoir imaginé que Rhodes serait en vérité le site original des vestiges du temple de Salomon, et que ce lieu est à la fois Sion pour les judéo-chrétiens et l'Arcadie pour les Grecs et les Latins, alors tout le langage de l'affaire de Rennes-le-Château commence à prendre beaucoup de sens. Je suis Sion, je me trouve en Arcadie, il est question de restituer le régisseur, de la cave de l'Arche. Bref, tous ces messages ressemblent à une série d'indices destinés à mettre en lien les parallélismes entre la littérature biblique et l'Arcadie au sujet d'un lieu terrible qui est aussi la porte du ciel. Si le site sacré de Sion demeure perdu quelque part entre Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, quelque part entre les ruines des forteresses wisigothes
et les vestiges de château cathare, cela n'a pas été perdu pour tout le monde, car ce secret a eu des initiés. Parmi les bâtisseurs des cathédrales, parmi certaines communautés d'artistes, certaines connaissances se sont transmises au fil des siècles, et les documents découverts par l'abbé Saunière seraient sans aucun doute un héritage de l'une de ces communautés en garde de ce secret. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, les documents découverts à Rennes-le-Château ressemblent à une base d'archives composée comme une forme de compilation visant à présenter des liens entre des documents d'époques différentes. De Nicolas Poussin au Codex de Bezae original, nous sommes informés que l'énigme Et in Arcadia ego possédait des racines au IVe siècle sous la forme Archédéi. Dans sa forme primitive, Archédéi confond Arcadie et Arche de Dieu comme une seule et même chose. Or, si l'Arche d'Alliance sommeille toujours dans une Arcadie qui se confond avec l'Eurasès, il semble normal que c'est à Lyon, ville d'origine du Codex Bezae, que le traducteur de ce texte ait inséré cette énigmatique Archédéi qui semble déjà à cette époque liée à la question de la numérologie de la clé Pax 681. Ce que personne n'aurait remarqué si l'existence de cette dernière n'était pas révélée par les documents codés de Rennes-le-Château. Malheureusement, parler de comment les Romains auraient occupé Reudée serait le sujet d'un podcast à part entière. C'est un sujet trop complexe pour pouvoir en résumer les arguments. C'est pourquoi je propose de me limiter à la simple évolution de la cité. Mon sentiment, c'est qu'avant d'être celte, Reudée avait été une cité égyptienne et phénicienne de laquelle les Grecs avaient le souvenir. Il s'agit d'une Thèbes, d'une Tyr, mais aussi d'une Troie, qui pourrait être la cité que les Latins avaient emménagée, puisque la terre des Laurentes s'appelait aussi Troie. Encore, Latinus, roi de la tribu des Latins, habitait dans une immense et vieille citadelle dont les palais regorgeaient de trophées issus de conquêtes, alors que les Latins n'avaient rien conquis. Aussi, les Latins tirent leur nom du Latium, qui tire son nom de latere, se cacher, en raison du fait que le palais de Saturne se trouve caché dans ces terres. Le palais de Saturne, c'est une résidence divine, un lieu dans lequel une divinité habite, et c'est un avatar des enfers ou de Sion. Donc, on en revient au mythe de Sion et à un lieu perdu, qui pourrait être proche du site sur lequel Albe la Longue fut fondée. Après avoir donné naissance à la dynastie romaine, et après 4 siècles d'histoire, Albe la Longue fut abandonnée et ses habitants furent emmenés à Rome. La cité fut détruite, à l'exception de ses temples qui furent épargnés. Mais 6 siècles plus tard, les Romains débarquent en Gaule et stupéfaction, ils auraient retrouvé leurs origines perdues. Mais plutôt que d'engendrer un scandale civilisationnel, cette découverte serait devenue un secret d'État. Et c'est à cette époque justement que le mythe de Rémus et de Romulus s'est imposé. Avant ça, on parlait plutôt du Troyen Énée ou de l'Arcadien Évandre pour parler des origines du peuple romain. On peut donc imaginer que Jules César, qui fut le premier à passer par là, ait tiré un avantage stratégique à dissimuler cette découverte qui allait devenir le secret de l'Empire romain et celui de l'Église de Rome par la suite. Les temples perdus d'Albe la Longue, probablement occupés par les Celtes, allaient être réhabilités, et la cité d'Aguae Calidae aurait été fondée comme une résurgence de l'ancienne Albe. Mais sa fonction aurait été de protéger ce qui se trouvait déjà dans les sous-sols de la région toute proche, c'est-à-dire les restes de cette cité qui s'est appelée Thèbes et Troie, et dont les temples auraient communiqué avec un gouffre immense, aménagé comme une cité d'or. Dans ce contexte, les Romains auraient enterré les parties visibles ou accessibles afin de transformer cette cité de tous les tabous en un coffre-fort parfaitement hermétique et invisible.
Ce coffre-fort, qui contenait déjà des vestiges et qui cachait déjà l'Arche d'Alliance, aurait servi à dissimuler la plus grande partie du trésor de Rome, qui, en Gaule, se trouvait bien à l'abri de toute guerre civile ou de toute invasion de la capitale. Ceci explique pourquoi les Wisigoths se seraient rendus à Rhodes, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas forcément emmené le trésor de Rome avec eux, sinon qu'ils s'y seraient rendus pour prendre possession de ce trésor, et ne pouvant pas le déplacer, ils se seraient installés dessus. La connaissance de ce lieu et de cette autre histoire aurait été préservée par une énigme, une sorte de mot magique ouvrant la connaissance d'un langage secret auquel auraient été initiés des artistes qui auraient transmis ce message au fil des siècles. Et pour en parler, que de mieux que de citer Maurice Leblanc, lorsqu'il parle de son aiguille creuse et de la mystérieuse citadelle souterraine qui s'y trouve cachée. Révélation prodigieuse. Après Lupin, voilà que Beautrelet découvrait le mot de la grande énigme qui a plané sur plus de 20 siècles. Mot d'une importance suprême pour celui qui le possédait jadis, aux lointaines époques où des hordes de barbares chevauchaient le vieux monde. Mot magique qui ouvre l'antre cyclopéen à des tribus entières fuyant devant l'ennemi. Mot mystérieux qui garde la porte de l'asile le plus inviolable. Mot prestigieux qui donne le pouvoir et assure la prépondérance. Pour l'avoir connu, ce mot, César put asservir la Gaule. Pour l'avoir connu, les Normands s'imposent au pays et de là, plus tard, adossés à ce point d'appui, conquièrent l'île voisine, conquièrent la Sicile, conquièrent l'Orient, conquièrent le Nouveau Monde. Maîtres du secret, les rois d'Angleterre dominent la France, l'humilient, la dépaissent, se font couronner rois à Paris. Ils le perdent, et c'est la déroute. Maîtres du secret, les rois de France grandissent, débordent les limites étroites de leur domaine, fondent peu à peu la grande nation et rayonnent de gloire et de puissance. Ils l'oublient ou ne savent point en user, et c'est la mort, l'exil, la déchéance. Un royaume invisible, au sein des eaux et à 10 brasses de la terre. Une forteresse ignorée, plus haute que les tours de Notre-Dame, et construite sur une base de granit plus large qu'une place publique. Quelle force et quelle sécurité! C'est donc avec ces mots de Maurice Leblanc que je vais conclure ce podcast sur le trésor de Rome, qui ne serait pas seulement un amas d'or et de reliques, mais qui serait surtout lié à un lieu qui s'apparente à une cité souterraine, un endroit mystérieux qui donne du pouvoir à celui qui en possède le secret. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion sur les différents aspects du trésor de Rome et que j'ai soulevé des questions intéressantes. Bien entendu, ce podcast n'est pas à prendre comme une démonstration historique au sens premier du terme, mais plutôt comme la supposition que tous ces éléments qui font le mystère du trésor de Rome, réunis bout à bout, nous invitent à repenser l'histoire avec une autre logique. Après tout, l'histoire et la science évoluent, et dans le cours de cette évolution, sans doute qu'un jour des découvertes archéologiques remettront l'histoire en question. Comme je l'ai dit, raconter Rhodes au temps des Romains serait l'objet d'un podcast à part entière, et ce sera le prochain sujet. Alors, n'hésitez pas à m'encourager sur PayPal ou sur Tipeee pour que l'aventure continue.